Salut à tous, c'est Antoine pour Tech Addict, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un peu le même concept qu'on avait fait l'année dernière, au mois de septembre aussi, avec Alexandre de la chaîne iDevice Undevice. Je le laisse se présenter dans la petite vidéo qui viendra juste après que j'ai fini, quand j'ai fini l'introduction, et on commencera directement les questions. J'espère que cette vidéo vous plaira, sachant qu'on répète vraiment le même concept, on a essayé un peu d'innover, mais on a un peu du mal quand même à trouver autre chose pour cette série. Enfin pour ce concept de vidéo, donc je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment parler de pas mal de choses et je pense que les questions sont plutôt intéressantes si vous êtes éventuellement un futur acheteur d'un de ces produits. Alors salut Antoine, comme on se retrouve cette année 2017 pour une vidéo juste merveilleusissime, donc vous les abonnés d'Antoine, je vous invite bien évidemment à visionner également mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Elles sont juste géniales puisque vous avez tout au long de l'année toutes les rumeurs sur les futurs iPhone, les futurs Galaxy S, les futurs iPad, les futurs Xbox, les futurs jeux, les futurs films, séries, tout ça est sur la chaîne YouTube, c'est juste merveilleusissime, des tests de produits, tout ça. Et bien sûr, il ne faudra pas rater le test de l'iPhone 10 qui sera aussi disponible sur ma chaîne, mais je pense que toi aussi sur ta chaîne, tu vas faire ça Antoine. Donc bonjour à toi Antoine et je nous souhaite une merveilleuse vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, je vais te poser une, deux ou trois questions sur l'Apple TV 4K, tout simplement. Donc on va parler de l'Apple TV 4K, est-ce que tu l'aimes bien, est-ce que tu l'aimes pas? On va voir ça avec mes questions. Au vu de la 4K sur la nouvelle Apple TV 4K, est-ce que tu penses que... Penses-tu vraiment que 32 Go ou 64 Go c'est suffisant pour stocker des films en 4K sur son Apple TV 4K? Franchement, je sais pas. Réponds-moi à cette question. Alors pour cette question, 32-64 Go, alors il faut savoir déjà que moi j'ai une Apple TV 4 donc que j'ai acheté fin 2015 à sa sortie et j'ai pris en 32 Go. J'ai pas mal d'applications, tout ce qui est Netflix, YouTube et des jeux. Et sur les 32 Go, j'utilise quasiment rien. Je dois en avoir peut-être entre 15 et 20 Go d'utilisés, grand max. Alors pour une Apple TV 4K, sachant que tout ce qui est contenu 4K sera téléchargé indirectement, ça sera du stream en quelque sorte, comme si vous regardez un épisode sur YouTube ou quoi que ce soit. Tout est directement téléchargé mais pas stocké dans l'Apple TV, donc je pense que 32 et 64 Go ça sera largement suffisant en fonction de ce que vous allez avoir comme utilité. Alors en seconde question pour l'Apple TV 4K, je sais pas mais... penses-tu vraiment que cette Apple TV 4K pourrait remplacer un décodeur télé d'un opérateur par exemple? Parce que oui, avec cette Apple TV, on peut regarder des films, des machins, des trucs comme ça. On peut également regarder des chaînes télé. Mais est-ce que tu penses que cette Apple TV peut remplacer par exemple une Livebox Play, une Livebox 4, une Freebox Revolution? Je sais pas, réponds-moi à cette question. Alors pour cette question, j'aurais tendance à répondre oui. Parce que tout simplement avec l'application Molotov.tv que j'ai sur mon Apple TV 4, on a vraiment accès à toutes les chaînes de la TNT, plus en option si jamais d'autres chaînes comme OCS ou des trucs comme ça. Donc pour moi l'Apple TV 4K oui c'est clairement une concurrente, sachant qu'on n'a pas besoin d'abonnement pour regarder la télé. Il suffit d'acheter l'Apple TV et on peut télécharger l'application directement Molotov.tv pour avoir toutes les chaînes télé. On a accès à YouTube, Netflix et plein d'autres applications vraiment utiles. Donc pour moi l'Apple TV c'est en quelque sorte, moi je vois ça comme le futur de la télévision. Alors oui, je n'ai pas trop de questions pour l'Apple TV, donc on va enchaîner avec l'Apple Watch série 3. Réellement, crois-tu que le modèle cellulaire reste indispensable sur cette Apple Watch série 3? Alors, le mode cellulaire est-il indispensable? Pour moi, non. Mais tout dépend de ce que vous allez vraiment vouloir en faire. Je vous annonce déjà que j'ai précommandé l'Apple Watch série 3 en i+ cellulaire. Ceux qui veulent un peu plus de détails, c'est la version avec le bracelet noir et en 42 mm. Je l'ai pris parce que pour moi, une montre connectée doit être un minimum autonome de l'iPhone. Alors que là, pour le moment, les séries actuelles ne sont pas du tout autonomes. Ou alors, voire très peu. Et je trouve ça intéressant de pouvoir, par exemple, communiquer, passer des appels directement avec l'Apple Watch, même si l'autonomie n'est pas énorme. Donc pour moi, une montre connectée autonome, c'est pour moi la base sur une montre connectée. Deuxième question au sujet de l'Apple Watch série 3. Que penses-tu de l'autonomie de 1 heure en communication sur l'Apple Watch série 3? Tu peux appeler pendant 1 heure en 4G, si tu es en 4G,
mais après t'as plus de batterie sur ta montre. Qu'est-ce que tu en penses sérieusement? Alors, 1 heure, ça paraît très peu, mais pour moi, une montre connectée doit rester un outil d'appel secondaire. Si par exemple vous êtes un peu occupé, vous avez les mains pas disponibles pour prendre un téléphone ou décrocher ou quoi, ça peut être intéressant du coup d'avoir l'Apple Watch directement au poignet, d'appuyer sur décrocher et de pouvoir continuer de faire ce que vous souhaitez en même temps. Donc pour moi, 1 heure ça peut suffire, même si c'est sûr que la batterie va s'user beaucoup plus vite. Après, à voir dans l'utilisation, je pense que je ferai une vidéo dessus une fois que je l'aurai. Donc on verra, mais je pense que ça peut être quand même suffisant 1 heure. Alors, penses-tu que pour ceux qui ont déjà une Apple Watch comme moi par exemple, il est judicieux de switcher vers la nouvelle Apple Watch série 3 en modèle GPS ou en modèle cellulaire? Alors comme je le disais avant, tout dépend de vos utilisations de ce que vous appelez cellulaire. Si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose d'avoir du contenu directement téléchargeable sur l'Apple Watch sans passer par votre iPhone, ou décrocher le téléphone sans toucher vraiment votre iPhone ou quoi, tout dépend de votre utilisation, de vos besoins et tout ça. Moi, comme dit, je l'ai acheté parce que je pense que cette montre connectée d'Apple est enfin la montre connectée qu'Apple devait sortir dès la première génération. Donc tout dépend de vous. Voilà pour l'Apple Watch série 3. Maintenant, on va enchaîner avec l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Alors, ce que les gens se posent comme question, je le sais, donc je vais te poser cette question. Trouves-tu pas agaçant qu'Apple choisisse un design pour l'iPhone 8 ou l'iPhone 8 Plus pratiquement similaire depuis 2014? Est-ce que tu trouves vraiment ce choix qui n'est pas agaçant ou qui est agaçant? Je sais pas. Alors, question design, pour moi, alors comme vous le savez peut-être, j'ai l'iPhone 6 en gris sidéral. Donc c'est vraiment à partir de là que tu dis 2014 du coup. Donc ce design pour moi il me plaît vraiment beaucoup. Alors c'est sûr que là avec l'iPhone 7 l'iPhone 8 pardon, on a du coup ce dos en verre, même si c'est vrai que ça reprend quand même les chartes du design des autres iPhones, mais pour moi ce design est vraiment très beau. Je l'adore plus que tout, je me vois pas trop prendre un iPhone qui ne ressemble plus vraiment à ça. Donc pour moi ce design me suffit largement. Après tout dépend des autres personnes. Apple devrait peut-être effectivement sortir un design différent l'année prochaine, à voir après en fonction de ce qui va vraiment se passer. Mais pour moi ce design me plaît très largement, donc je ne suis pas contre un changement, je suis contre en quelque sorte un changement de design. Une autre question, trouves-tu que les bordures de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus que l'on a est digne d'un design de 2017? Alors à mon avis, Apple aurait dû légèrement réduire les bordures, même si depuis l'iPhone 6, je trouve qu'ils les ont un peu réduit. C'est peut-être léger, mais ça a quand même été réduit. Après, pour moi, je n'aime pas un écran vraiment bord à bord, comme sur par exemple un Samsung Galaxy S8, pour citer directement un concurrent. Le fait que en fait, la paume de la main touche l'écran du téléphone et que du coup le tactile capte cette empreinte. Moi, j'ai déjà pu essayer ça sur un S7 Edge. Et ça m'avait vraiment dérangé parce que du coup il y avait des contacts tactiles et des commandes se lancer alors que ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Donc pour moi qui est encore une légère bordure, ça me plaît très largement. Et enfin, pour l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, trouves-tu judicieux de la part d'Apple le choix d'utiliser la technologie Qi? Alors cette technologie QI, moi je vous le dis déjà, ça ne m'intéresse pas. Parce que je prendrai sûrement une borne de recharge sans fil, même si je suis pas sûr de le prendre directement quand j'achèterai mon prochain iPhone. Mais pour moi, en fait, cette norme, elle est pas suffisamment puissante en quelque sorte, parce que la recharge est beaucoup plus lente qu'un rechargement par câble. Donc pour moi, la batterie va s'user aussi plus vite, et ça a été prouvé que la batterie s'use plus vite. Donc pour moi, ça n'apporte rien de plus, même si Apple, je pense, l'a fait clairement parce que la demande du client était énorme par rapport à ça. Bon, ce que tout le monde attend, l'iPhone 10. Alors oui, tout le monde attend l'iPhone 10, tout le monde veut acheter l'iPhone 10. Mais faut qu'on parle de l'iPhone 10, Antoine. Avec l'iPhone 10, on nous promet qu'il y a une recharge rapide. T'es d'accord avec moi? Mais on nous dit pas, bien évidemment, qu'il faut acheter un adaptateur en plus qui fait recharge rapide et qu'il faut acheter un câble Lightning vers USB-C pour avoir la recharge.
rapide. Ne trouves-tu pas dégueulasse de la part d'Apple de nous vendre un smartphone à jusqu'à 1300 balles et qu'ils ne fournissent pas dans la boîte un adaptateur de charge rapide et un câble compatible? Moi franchement j'y trouve dégueulasse. Est-ce que toi tu trouves dégueulasse? Alors vu le prix, je vous l'annonce aussi, j'ai prévu de le précommander cet iPhone, même si pour le moment il n'y a rien d'officiel, mais il y a de très grande chances que je le précommande. Pour moi le prix, surtout que je veux prendre la version 256Go donc pour 1430 €, 1429 mais bon voilà, 1429 € dans un téléphone. Je suis conscient que Apple a plus de production à faire là-dedans, donc il doit dépenser plus pour le produire et tout ça. Mais je pense qu'une petite boîte d'AirPods par exemple, en plus aussi un petit chargeur rapide, ça peut être vraiment intéressant. Et j'espère que d'ici à ce que ce soit vraiment commercialisé, on nous annonce quand même un petit truc, même si j'ai très peu d'espoir là-dessus. Bon, on va rester sur le même vif du sujet. Ne trouves-tu pas qu'il y a de l'incohérence entre les produits d'Apple? On nous vend un MacBook Pro full USB-C et derrière on vient nous proposer un iPhone 10 avec un câble Lightning vers USB-A. Pourquoi ils nous ont pas fourni un câble Lightning vers USB-C? C'est de l'incohérence totale. Si tu as une explication à cela, je serais ravi d'entendre ta réponse. Alors pour cette norme USB-C, moi je suis pas partant complètement que ça se développe pour le moment, parce que tout simplement le port USB-C en général destiné aux professionnels, on peut le voir sur les MacBook Pro. Clairement il faut vraiment investir pour pouvoir se permettre d'avoir des appareils compatibles avec l'USB-C pour pouvoir recharger son téléphone. Et je pense que l'USB-C n'est pas encore assez développé pour le moment pour pouvoir utiliser cette norme. C'est pour ça que je pense qu'Apple reste sur le connecteur Lightning vers un port USB type A pour pouvoir recharger ses iPhones. Et pour moi ça me convient très bien parce que j'ai tous mes équipements globalement qui sont vraiment encore en USB type A. Le seul connecteur que j'ai en USB type C, c'est derrière l'Apple TV 4, sauf que ce connecteur ne m'est absolument pas utile. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que pour le moment, le connecteur type A reste encore en commercialisation. Avant-dernière question pour l'iPhone 10. L'écran OLED est fabriqué par Samsung, la blague! Qu'en penses-tu? Pour cette question, j'ai vu un petit truc dessus, justement. 15% par rapport au prix d'un iPhone X, 15% de ce prix est reversé à Samsung tout simplement pour la production de l'écran. Donc on se dit 15% du prix qui revient directement à Samsung. J'ai fait le calcul pour une version classique à 1329 €. Ça fait environ 200 € qui vont directement dans la poche à Samsung. Tout ça pour de la production d'écran. Je trouve ça quand même un petit peu exagéré. Mais ça nous annonce aussi que du coup, voilà l'écran. Après, il faut surtout faire la différence que c'est Apple qui a créé l'écran, qui a développé cet écran, c'est uniquement Samsung qui l'a produit. Il faut faire bien la différence. C'est pas Samsung qui l'a imaginé, conçu, etc. Ils l'ont uniquement produit. C'est vraiment un truc qui a été fait chez Apple et non chez Samsung. Donc il faut bien faire cette différence. Dernière question. Que penses-tu réellement du processeur A11 Bionic de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8 et 8 Plus? Alors ce processeur A11 est pour moi une très belle avancée encore une fois sur les iPhones, tout simplement parce qu'avec l'iPhone 6 et 6S on avait un processeur double cœur. Donc voilà, ça commençait un petit peu à devenir léger. Avec l'arrivée de l'iPhone 7 et 7 Plus, on a eu le processeur quad-core, donc le A10 actuel. Et maintenant, Apple nous annonce un processeur 6 cœurs, donc 2 cœurs vraiment pour les grosses tâches et 4 cœurs pour les plus petites tâches. Je pense que là, sur cet iPhone, je suis très impatient de voir les premiers benchmarks, mais je pense qu'on va vraiment mettre une bonne claque sur tout ce qui est Samsung Galaxy S8, Note 8, chez les concurrents comme Huawei et tout ça. On va tous leur mettre une très grosse claque. Voilà. J'avais juste ces questions à poser. Cette année, j'ai voulu donner un petit peu plus de pigmentation et de contre-attaquer. De donner des questions qui peuvent piquer, des pics. J'aime bien lancer des pics. C'est pour ça que cette année, j'ai changé la donne avec ces questions. Et c'est des questions que les gens se posent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de poser ces questions. Tout simplement. Les gens également qui trouvent incompréhensible le prix de l'iPhone 10. C'est pour ça que j'ai lancé des pics par rapport à ça. Et j'espère que tu as aimé ces questions. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant mieux pour moi aussi. Tant mieux pour moi si c'est pas le cas.
tant mieux également pour ceux qui regardent cette vidéo, bien sûr. Donc si toi qui regarde cette vidéo a aimé, je t'invite à lâcher un pouce bleu dans la chaîne, dans la barre des pouces bleus de Tech Addict. Et voilà, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Et je te laisse conclure, Antoine. Bon allez, salut. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce concept vous a plu comme l'année dernière, hein, du coup, comme on l'a répété. Moi en tout cas je me suis vraiment amusé à faire ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien, faire des questions-réponses comme ça permet vraiment de donner son avis, etc., de s'exprimer sur ce qu'on veut, sachant que c'est un avis personnel, hein, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit et je vous en voudrais pas pour ça. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Antoine pour Tech Addict. À la prochaine. Salut!